Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Tribune Libre, c'est un nouveau programme de Ziana TV. Nous allons, durant ce programme, recevoir en fait des hommes et des femmes qui proposent leur contribution sous forme de tribunes, quel que soit le média dans lequel ils publieront, que ce soit un média en ligne ou encore un média traditionnel. Pour cette première, qui n'en est pas une vraiment, nous recevons en fait Emmanuel Okamba, qui est maître de conférence HDR en sciences de gestion. Alors, Emmanuel Okamba a pris l'habitude de publier depuis plusieurs années en fait des tribunes dans les dépêches de Brazzaville, une tribune par mois. Et c'est à l'occasion de ces 3 dernières tribunes, donc de janvier, février, mars, que nous allons nous recevoir. Monsieur Okamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Cyr. Merci d'avoir accepté de continuer à contribuer, puisqu'avec vous, on avait déjà initié en fait ce type d'émission, mais ça ne s'appelait pas encore Tribune Libre, mais nous revenons sur vos tribunes. Et là, cette année 2017, on revient sur les 3 dernières. Alors, la première tribune, Emmanuel Okamba, portait sur la gestion optimale des régimes fiscaux pétroliers, un impératif national. Alors, quand on entend ça, c'est un titre assez pompeux, digne d'un professeur d'université que vous êtes, mais en même temps, ce sont des choses pratiques sur la gestion de notre pétrole. Déjà sur le titre, Emmanuel Okamba, comment est-ce qu'on peut le comprendre? On peut le comprendre comme étant une démarche consistant à éveiller un peu les consciences de ceux qui sont aux affaires sur la bonne manière, les bonnes pratiques contractuelles conduisant donc à la gestion optimale, donc une meilleure gestion des contrats pétroliers. Comme vous le savez, le pétrole, c'est 75% du budget de l'État. C'est donc un volume assez important en ce qui concerne les recettes publiques. Donc, si ces contrats sont mal gérés, évidemment, il y a un manque à gagner pour l'État. Alors, gérer ça de manière optimale, ça veut dire atteindre le niveau d'efficacité qui permet donc à l'État d'obtenir le maximum de recettes possibles. Voilà. Alors, il faut juste rappeler à ceux qui nous suivent que cette tribune a été publiée le 17 janvier dans les dépêches de Brazzaville numéro 2814. Vous pouvez le trouver à la page 7, si je me rappelle bien. Alors, Emmanuel Okamba, ce qui est intéressant, en fait, dans ce que vous nous dites, c'est que pour l'instant, on découvre, notamment pour ceux qui ne connaissent pas trop tous ces chiffres qui circulent autour du pétrole, c'est que les recettes en fait fiscales rapportent à l'État 75% de ces recettes. Or, l'État congolais a fait le choix de 2 modes de rétribution par rapport à son pétrole. Donc, soit la concession, soit en fait le partage de recettes, le partage de production, je pense. Est-ce que vous nous expliquez déjà la différence entre ces 2 types de recettes fiscales? Oui, alors, disons que le contrat pétrolier, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement les dispositifs fiscaux qui permettent à l'État, et l'État donc propriétaire des gisements pétroliers, qui permettent donc à l'État et aux partenaires à qui il donne la charge d'exploiter ces gisements pétroliers, la manière donc de répartir les gains. Alors, 2 façons de faire, tout au moins 2 façons qui sont utilisées au Congo. La première et la plus ancienne, c'est la concession. Alors la concession, c'est quoi? C'est que l'État propriétaire donc du pétrole cède à une entreprise qui a les moyens la possibilité donc d'exploiter, mais aussi d'explorer le pétrole. Et l'État ne reçoit que les dividendes. L'État ne reçoit que les dividendes si effectivement il participe au capital, des redevances et l'impôt donc sur les sociétés. Donc l'État n'est pas acteur directement de la production pétrolière. Là, quand on parle de la concession. Et souvent les concessions, c'est 30 ans en fait. Hein, c'est 30 ans et oui. Parfois il y en a même eu un peu plus, jusqu'à 45 ans. Okay, si on part un peu de tout premier contrat dans les années 60. Aujourd'hui, ce volume de concessions ne représente qu'à peine 20% de contrats. Oui. Ceci depuis donc 1994, donc les contrats qui ont été signés sous le gouvernement donc de Pascal Lissouba, du président Pascal Lissouba. Et en ce moment-là, on a fait donc ce qu'on appelle le contrat de partage du pétrole. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que l'entreprise qui explore et exploite le pétrole
récupère la totalité des fonds qu'elle a dépensés sur l'exploration et l'exploitation. Donc, sur ce qui reste, l'État et l'entreprise se partagent à part évidemment inégale. Donc, l'État à 40% et l'entreprise à 60%. Est-ce que l'État a la maîtrise de ces 40%? C'est-à-dire que quand on vient de présenter, ben voilà, monsieur l'État congolais, ben vous avez 40%. Est-ce que le process, en fait, pour lequel, durant lequel on arrive à ces 40% est maîtrisé par l'État? Alors, évidemment, l'État se contente des déclarations. Et, donc, sur la bonne foi, en fait, des pétroliers. Hein. Absolument. Et puis, des traces quand même comptables qui ont été faites donc dans les livres de la comptabilité des sociétés pétrolières. Bon, il faut avouer que, d'après les audits qui ont été publiés, il y a toujours des écarts assez importants entre ce qui est déclaré par les entreprises et ce que l'État encaisse réellement. D'où le problème d'asymétrie d'information. Voilà, parlons de cette asymétrie, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, non seulement il y a l'asymétrie d'information, mais aussi un risque systémique, tel que vous le dites en fait dans cette tribune, par rapport à ces recettes qui restent en fait instables. C'est-à-dire que chaque année, on ne sait pas comment est-ce qu'on va avoir. Oui. Alors, il y a deux risques en fait. Le premier, c'est le risque systémique, c'est-à-dire ce risque est lié à la volatilité donc, du prix du pétrole sur le marché mondial. Voilà, donc ça dépend du Congo en fait. Ça ne dépend pas du Congo, donc c'est ce qui se passe sur le marché. Disons que le prix du transfert du pétrole entre la société qui partage le contrat et le Congo se fait à un prix inférieur à celui du marché mondial. Oui. Bien. Donc c'est déjà un premier problème. Bon, ça figure dans le contrat et ce prix est figé. Oui, bah, c'est un prix figé à 22 $, en fait. Oui. À 22 $. Oui. Alors, quand le prix du pétrole négocié est au-delà de 22 $, l'État gagne. Mais quand il est aux environs du 22 $, l'État perd. Et ceci, quel que soit le contrat. En fait, dans ces contrats, donc, le risque systémique donc, est complètement indépendant de la bonne volonté des acteurs. Ça, c'est le marché. Mais ils ont quand même une part de responsabilité puisqu'il y a un prix qui est négocié. Dès le départ, en fait. Dès le départ. Oui. Et comme il est figé, donc forcément, le Congo est perdant à partir du moment où ce prix n'est pas atteint. Et puis, l'autre risque, c'est le risque opérationnel, qui lui est lié donc à la gestion du contrat lui-même. Donc, des acteurs, de la comptabilité qui n'est pas toujours tenue correctement par rapport aux règles en vigueur dans le pays. Oui. L'asymétrie d'information aussi, entre le moment où les déclarations sont faites par les sociétés et le moment où l'État encaisse l'argent, il se passe généralement plusieurs mois, même si dans le contrat, en fait, ça devait se faire tous les mois. Mais la réalité, c'est que parfois, ça prend 3 mois. On a vendu le pétrole, par exemple, en janvier, ben on encaisse l'argent au mois de mars. Absolument. Voilà. Alors, à ce moment-là, quand on a tout ça, en fait, parlé du risque opérationnel, le risque systémique, mais on se rend compte, en fait, aujourd'hui, dans tous les contrats, quels qu'ils soient, l'État perd de l'argent. L'État perd de l'argent, pas dans les mêmes proportions. Oui, mais enfin, on a quand même une moyenne autour de 3,5 millions $. Oui, alors, puisque les contrats de partage de pétrole aujourd'hui, ce sont les contrats les plus nombreux. Donc, comme le prix du dollar, le prix du baril a tendance plutôt à baisser qu'à augmenter, donc le Congo perd systématiquement de l'argent. Alors, mais comment on fait? Alors, comment faire? On arrive aux solutions, puisque quand on vous voit aujourd'hui, quelle proposition? En fait, on voit très bien que par rapport à ce que vous nous dites, bon, qu'il y a un problème, hein, tel que vous l'avez déjà souligné, en fait, pour une gestion optimale. Comment on gère d'une manière optimale, en fait, par rapport aux constatations que vous avez faites? Alors, c'est déjà un problème de négociation, puisque dans ce domaine, il y a des contrats qui ont été faits. L'idée, c'est que c'est pas de remettre en cause les contrats, c'est que au moins, au niveau du prix, le transfert, qu'il y ait un ajustement qui permette à chaque partie d'équilibrer ses comptes. Et ceci est possible. Comment? Ben, c'est possible si les parties se mettaient autour de la table et tenaient compte donc de l'évolution de la situation du marché pétrolier et en fonction donc de ces évolutions, d'ajuster le prix de telle façon à ce que les 22
qui sont en fait un prix plancher, ok? Oui. Voilà, que ces 22 soit définitivement un prix plancher et le prix donc plafond, ok, que les partis doivent chercher. Et entre ce prix donc plancher et le prix plafond, il y a un juste milieu. Un juste milieu. C'est ce juste milieu qu'il faut trouver et qu'il va donc falloir que les partis négocient pour stabiliser en fait les contrats. Oui. Alors, Emmanuel Okamba, il y a aussi dans le discours du Congolais Landa une expression qui revient, le pétrole a été bradé. Est-ce que c'est par rapport à la mauvaise interprétation de ces différents paramètres, notamment ces contrats ou encore ces concessions, que cette expression qui reste en fait dans le Conseil des Congolais pour dire que notre pétrole a été bradé jusqu'en 2040, ou enfin on a toujours des expressions comme ça? Alors, il faut savoir aussi que les conditions dans lesquelles ces contrats ont été signés, le président Lissouba venait de prendre le pouvoir et dans une situation de crise. Donc ces contrats ont été signés en situation de crise, c'est-à-dire pendant le moment où le Congo n'est pas en position de force. Oui. Donc on a vu que même les prix, les 22 qui ont été fixés comme plancher, en fait, parfois c'est arrivé jusqu'à 15 dollars le baril. Bon, donc le Congo n'étant pas en position de force pendant cette négociation d'origine, évidemment ça a donné l'impression que le pétrole a été bradé. C'est-à-dire qu'il faudra que le Congo produise davantage de pétrole pour équilibrer ses comptes. Or, on sait que les réserves s'amenuisent. Or, les réserves s'amenuisent de plus en plus. Et donc, ces contrats, tels qu'ils ont été signés donc en 1994, donnent effectivement l'impression que le pétrole... Ce n'est qu'une impression ou c'est aussi la réalité? Parce que vous dites que c'est qu'une impression, c'est une chose, mais enfin, le Congolais Landa, c'est plus une réalité qu'une impression. Oui, vu le prix du marché et vu le prix auquel... Le pétrole est négocié entre le Congo et les compagnies qui exploitent le pétrole. Évidemment, ça donne cette impression de bradage du pétrole. Alors, si le pétrole a été bradé durant l'Issuba, si vous expliquez par rapport au moment où on négocie, pourquoi Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé en position de force depuis quasiment 20 ans, ne les a pas renégociés pour avoir un meilleur prix? Je pense qu'il faudra peut-être lui poser la question. Ça relève donc de questions stratégiques, de l'État. Vous savez que le pétrole, chez nous, est une ressource qui fait d'effet le président. Oui, oui. Bon, donc il faudra peut-être lui poser la question un jour. Il nous donnera des éléments de réponse. Pourquoi il n'a pas cherché à renégocier le contrat? Est-ce qu'il a trouvé que ces contrats, bon, dans la situation justifiaient et effectivement ces prix? Il faudra peut-être lui poser la question un jour. Alors, par rapport aux réserves, Emmanuel Okamba, quelles sont aujourd'hui? On voit quand même que du fait que le cours du baril a baissé, il y a eu pas mal de licenciements. Les compagnies pétrolières, plus ou moins, ont une très grande baisse d'activité. Comment est-ce que vous voyez d'une manière prospective, en fait, dans les 10 prochaines années? Est-ce que là, le pétrole pour le Congo, c'est-à-dire que toute la masse, en fait, d'employabilité est quasiment... il faut maintenant passer à autre chose? Ben, il faut passer à autre chose, puisque ce n'est pas le premier choc pétrolier du monde. Il y en a eu déjà dans les années 73-74, des chocs pétroliers. À cette époque-là, le Congo n'était pas encore un pays producteur en tant que tel. Il y en a eu aussi dans les années 89, avec lors du plan quinquennal du Congo, qui a échoué à cause justement de la baisse brutale donc, du prix du pétrole. On est un peu habitué, c'est-à-dire que nos autorités, évidemment devant l'embellie, lorsque les cours montent, eh bien, ne tirent plus les leçons du passé. C'est-à-dire ne font pas suffisamment des réserves, mais aussi ne profitent pas de l'embellie, de l'argent, des ressources pétrolières pour diversifier suffisamment l'économie, de façon à ce qu'en cas de choc, le choc ne soit pas brutal. Or là, nous le subissons de plein fouet. Donc aujourd'hui, les Congolais doivent mettre un trait sur le pétrole en se disant il faut, dans la quête d'un emploi stable, peut-être penser à autre chose qu'attendre le pétrole. Bah, là, attendre le pétrole, avec les prix actuels, je ne pense pas que ça soit très judicieux de continuer à produire en grande quantité.
si on ne veut pas brader le pétrole, justement. Voilà, Emmanuel Okamba, on fait une pause avant de poursuivre notre entretien. Bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora congolaise en France. Batata na ba mama na pesibino mbote. Batata na ba mama mbote ya beno. C'est une rubrique spéciale pour les associations, les ONG, les mousiki, les clubs de bière. On vous passe le micro, parlez-nous de vos projets, de ce que vous faites, de vos attentes. Mokena kuvindi la beno na Ziana TV, beno biza kupesa beto basangu ya bivuka ya beno, yiki bena kusalaka, yiki bena kuvindi la, yiki bena sala sabu na beno. Émission esika ebimi na Ziana TV pona ba mangomba na bino. Tokosolola pona makambo na bino ya ba matanga, ya ba association, ba musique. Boya ebele tozozela bino na koyamba bino na esengo. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, vous suivez Tribune Libre. Mon invité est Emmanuel Okamba, maître de conférence HDR en sciences de gestion, avec lequel nous analysons en fait ces tribunes publiées dans les dépêches de Brazzaville. Donc la deuxième tribune que nous allons aborder a été publiée en fait au mois de février, 7 février 2017, et dans les dépêches de Brazzaville numéro 2841 que vous pouvez trouver en ligne, c'était à la page 7. Voilà. Alors, Emmanuel Okamba, en février, en fait, vous nous parliez de la gouvernance des projets vers le pacte national du développement économique accéléré. Alors, je me suis dit, mais tiens, monsieur Okamba nous amène un nouveau vocable. On a eu l'administration accélérée et là, on entend le développement économique accéléré. Qu'est-ce que c'est, Emmanuel Okamba? Alors, c'est un peu sous le modèle de la municipalisation accélérée, ok? Oui. On a vu que la municipalisation accélérée, en une dizaine d'années, le Congo a changé de visage en termes donc d'infrastructures de base, de routes. Durant 10 ans, hein, on a construit. Et la municipalisation accélérée a apporté donc cet effort en matière d'aménagement du territoire. Bien. Si on aménage le territoire, on fait les routes, il faudra bien que ces routes soient valorisées. Un autre axe a été donné, ce sont les zones économiques spéciales. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien entre cette municipalisation accélérée et les zones économiques spéciales. Donc, faire un développement accéléré maintenant, c'est de trouver la jonction entre ces deux types de projets qui ont été réalisés. Et le faire aussi sous le modèle de la municipalisation accélérée, c'est-à-dire un développement qui est donc rotatif, qui tourne, n'est-ce pas? D'une année à une autre, on commence par telle région, et puis une autre, etc., etc. En voyant les infrastructures de base qui ont été donc développées, et ensuite ce qu'apporte la zone économique spéciale. Oui. Alors, ça aurait pu être une chose très intéressante, monsieur Cyr, si et seulement si le projet d'appui institutionnel pour l'amélioration du climat des affaires, vous voyez, et la diversification qui avait été lancée en 2010 jusqu'à 2015, d'un coût quand même de 5 milliards de dollars, ce n'était pas une mince affaire, et donc ce projet qui devait normalement faire la jonction entre la municipalisation accélérée et l'IRES. Voilà. Oui. Et finalement, n'a couché que d'une souris. Alors, on ne sait pas quelle est la taille de la souris Emmanuel Okamba, mais on va quand même analyser point par point. Revenons sur l'administration accélérée. C'est un projet, en fait, qui a projeté des villages quasiment en centre urbain. Mais sauf qu'il y a un problème, d'abord sur les chiffres. Aujourd'hui, on estime d'une manière officielle, d'après les chiffres que vous avez publiés, on a dépassé 3248 milliards pour reconstruire ou pour équiper le Congo d'infrastructures. Or, quand on voit dans les détails de ce que vous nous avez donné, c'est que, en fait, toutes les régions ou tous les départements aujourd'hui n'ont pas été dotés de la même manière.
Et pourtant, on a quasiment les mêmes infrastructures, mais certains ont eu plus d'argent que d'autres, alors qu'on a quasiment les mêmes choses. Aéroport, palais du président, stade, préfecture, pas d'usine. Oui, c'est-à-dire que la municipalisation, bon, si on comprend un peu le projet des autorités, c'était en fait de rééquilibrer un peu le pays en termes d'équipement de base. Oui. C'est vrai, il y avait des régions qui étaient plus équipées que d'autres. Donc il a fallu faire un rattrapage en termes d'équipement. Ce qui peut donc expliquer les écarts qu'il y a entre les différents départements qui ont bénéficié de la municipalisation. Oui. Mais l'objectif, me semble-t-il, n'était pas un objectif économique en tant que tel. C'est plus mettre en place tout simplement les infrastructures de base. Donc les routes, les aéroports, et puis les édifices, oui, hein, les édifices publics. Okay, qui manquait un peu dans certains coins du pays. Bah, je vous remercie de nous avoir indiqué que ce n'était pas un objectif économique, juste pour faire des infrastructures de base, sauf que Manuel Okamba, vous le savez, qu'un pays, pour vivre, notamment un département, a besoin de l'économie. Et là, on constate que ces infrastructures, par exemple l'aéroport d'Evo, ben, je me mettrai au défi de me dire combien d'avions atterrissent à Evo ou encore atterrissent à l'aéroport de Djambala. Est-ce que là, on n'est pas en face d'éléphants gris? Parce que les éléphants blancs, on sait que c'est des projets qu'on n'a jamais finis. Or là, on a des projets qui sont bel et bien finis, sauf qu'il n'y a aucun usage, Emmanuel Okamba. Oui. Alors, c'était l'objectif des zones économiques spéciales. Oui. Qui devaient donc apporter des activités. Mais les zones économiques spéciales, ça fait depuis 12 ans, ou je ne sais pas combien d'années qu'on est dans les études, alors que la situation, elle était concrète. On voyait tout de suite les choses arriver. Voilà. Alors, donc, d'une région à une autre, les activités ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont plus de potentiel agricole, d'autres ont plus de potentiel industriel. Tout ça, ça ne se décide pas en un jour. Le problème qui se pose, c'est l'adéquation que l'on devait trouver à l'origine, au moment où les concepteurs du projet ont réfléchi sur la manière d'aménager le territoire. Bon, ça donne l'impression que, d'une part, on a la municipalisation accélérée. Qui n'a rien à voir avec les essais. Et puis, d'autre part, on a les zones... alors, entre-temps, l'intercommunalité, c'est-à-dire les relations entre les districts, par exemple, à l'intérieur des mêmes départements, ben ça n'a pas encore été vu. Ça n'a pas été vu. D'où la difficulté de mettre en place des activités économiques. Et le projet du chef de l'État, qui s'appelle d'ailleurs la marche vers le développement, devait donc trouver ici une synergie entre la municipalisation accélérée et ces zones économiques. Bon. Malheureusement, on est en situation de crise. Oui. Donc, on ne sait pas quel sera le sort justement de cette jonction. Est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce que le pays aura suffisamment de fonds, d'argent, de ressources pour faire ce mariage qui a été raté depuis donc la conception de ces deux projets majeurs? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces éléphants gris finalement? Ah, les éléphants gris, il faut peut-être leur donner à boire et à manger. Alors, mais parce qu'on parle souvent, aujourd'hui, on a des échos que ces infrastructures sont pillées. Par exemple, les aéroports où il n'y a plus rien, ben, il y a des balises qui disparaissent, il y a des écrans qui disparaissent, le matériel informatique qui disparaît, parce qu'il n'y a aucun usage. Parce qu'il n'y a pas d'usage, et puis il y a aussi le comportement du citoyen. Donc, si le citoyen se rend compte qu'il y a du matériel qui est là et que personne ne s'en sert, bon, l'État, la définition classique de l'État chez nous, c'est que l'État, ça appartient à tout le monde. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Voilà, donc, il se sert. Bon, je pense qu'il y a aussi ce problème donc de conservation de ce que l'on a déjà réalisé, parce que si l'État ne met pas de la sécurité, si l'État ne protège pas ses équipements, il est évident que d'ici là, on n'en parlera plus. Tout sera volé, tout sera détruit. Et il faudra reprendre. Et il faudra tout reprendre à zéro.
Et finalement, Donc, ça aurait servi à quoi? Il faut que l'État prenne ses responsabilités et donc protège. Au moins, dire sécuriser déjà, ça serait déjà la première chose en attendant que les aides puissent arriver. Alors, déjà, arrivons maintenant aux aides. Alors, les jeunes économiques spéciales, Emmanuel Okamba, on entend parler depuis des années. Hein. Alain Akwala qui les a portés, qui les personnalise. Maintenant, on sait que dès qu'on parle de aides, c'est Alain Akwala est revenu aux affaires. Or, nous l'avons connu que dans des études. Il n'y a eu que des études. Il y a eu une première zone qui devrait ou qui est effective, c'est celle de Maluku au Tréchaud, qui a quand même engrangé plus de 500 milliards. Et aujourd'hui, on ne voit pas des foules prendre des bus qui partent, je dirais, de Madibou vers Maluku là-bas pour amener du monde. Il n'y a pas quasiment grand monde. C'est là le problème entre l'effet d'annonce et la réalité. Ils en sont où? Est-ce qu'ils sont toujours au niveau des études? Est-ce qu'ils sont au niveau de la réalisation? Il faut aussi dire que... Maluku Tréchaud, c'était déjà la première réalisation, normalement. Oui, mais c'était le fondement avec quelques usines qui fabriquent de matériaux de construction. Matériaux de construction, avec donc l'aide de nos amis chinois. Bon, c'était un début. Alors, on sait que ces zones, c'est quand même... le budget initial, c'était 24 milliards de francs CFA. Budget donc qui a été réduit à 4 milliards. Ça fait quand même réfléchir. Donc avec la crise pétrolière, on peut dire que ces zones, si on ne fait pas attention, risquent d'être mornées. Alors, mais pourtant, on voit Alain Akwala très actif en ce moment du côté de Pointe-Noire là, pour le port minéralier qui est en train de proposer avec la potasse, on l'a vu à Makola, avec des Chinois qui l'ont accompagné. Donc c'est que du bluff ou... C'est pas du bluff. Là aussi, les Chinois ont apporté leur aide. Bon, maintenant, est-ce que cette aide est suffisante pour amorcer, pour commencer le développement de cette zone? Je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas les chiffres. Mais les Chinois ont apporté 60 milliards. Hein. Oui, mais 60 milliards par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine, c'est une goutte. C'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans la mer. Alors, mais finalement, et puis les zones, il y en a 4 en fait. Il y a 4 zones spéciales. Oui. On voit par exemple Pointe-Noire, c'est une chose. Il y a la zone de Brazzaville. Après, vous avez celle d'Oyo. Celle d'Oyo. Et puis celle de Ouesso. Oui, mais sauf qu'au milieu, là, en fait, dans le Niari et tout ça, comment on fait là? Vous parliez que ça devrait normalement, la municipalisation a pris en compte les 12 départements. Ça, on est tout à fait d'accord. Oui. Mais si vous parlez d'adéquation entre les zones économiques spéciales et ce programme de municipalisation accélérée, ben, il y a un problème, puisque on a une partie du pays où il y a eu cette municipalisation accélérée, mais où il n'y a pas concrètement, en fait, un projet de ZES. Je ne sais pas, est-ce qu'on les arrime les uns par rapport aux autres, d'autant plus que vous parlez de spécificité de chaque département, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors le Niari, je pense que c'est dans la zone de Pointe-Noire. C'est lié avec la zone de Pointe-Noire. Et donc, il y a des activités... Donc, Niari, Bouenza, les Koumou, tout ça, ça va avec Pointe-Noire. Oui, Pointe-Noire. Et puis, le Poule, une bonne partie... des plateaux, bon, c'est avec Brazzaville. Bon, puis le reste, Ouyo, au centre donc de la cuvette ouest. La cuvette ouest et une partie des plateaux. Et puis le reste, le Congo septentrional, donc Ouesso. Oui. Bon, alors là aussi, donc un élément important, c'est que, bon, par exemple, celle de Ouesso, il y a le fond bleu. Oui. Le fond bleu, donc avec la grande là, forêt. Vous anticipez déjà, Emmanuel Okamba, vous anticipez déjà avec le fond bleu, donc oui. le développement donc mais le fond bleu n'était pas prévu dans les GES. Non, justement. C'est un nouveau projet qui arrive donc avec le problème de l'environnement et effectivement les GES peuvent en profiter, oui. Puisque le fond bleu aussi est générateur. Les générateurs d'emploi. Alors, si vous permettez juste pour rester en fait dans cet esprit des S, finalement, on parle de la création d'emplois, que ça va créer beaucoup d'emplois. Or, on a vu qu'à Brazzaville, les emplois espérés ne sont pas là. Est-ce que concrètement, l'objectif de 200 000 ou 300 000 emplois
est atteignable à l'allure où vont les choses, puisqu'on voit comme cette disparité. D'un côté, vous avez des infrastructures qui sont en train, en fait, de s'écrouler naturellement en attendant que les aides arrivent, et de l'autre, vous avez, par exemple, la région de Pointe-Noire, où l'administration accélérée est passée depuis des lustres, et que finalement, on ne voit pas grand-chose, et on a là une activité économique qui devait démarrer. Oui. C'est là tout le problème, comme je le disais tout à l'heure, la coordination de projets. Oui. La coordination de projets, ceux qui ont pensé donc, ceux qui étaient à l'origine de la conception du projet, je pense qu'ils n'ont pas vu les synergies qu'il devait y avoir entre ces différents projets. Bon, qu'à cela nous tienne, on peut rattraper. On peut rattraper donc cette coordination, mais à condition que la bataille entre les ministres, entre les responsables donc, de ces départements, oui. Cesse pour donner lieu à une cohérence de l'action en matière de gestion de projet. D'où le titre. Alors, quand vous parlez de cette bataille, il y a quand même un homme qui est au cœur de tout ça, c'est Jean-Jacques Bouya. C'est lui quasiment le grand ordonnateur, que ce soit dans les projets et aussi au niveau des financements. Or, on sait que pour l'administration accélérée, l'argent a été mis, même si après j'en conteste, mais enfin, on a vu ce qui existe ça et là. Or, pour les aides, jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est plus un problème de personnes entre M. Akwala, puisque celui qui revient, et M. Bouya, puisqu'on ne voit pas ces aides avancer, alors que derrière, le président espère en fait que les emplois soient là pour récupérer ces jeunes Congolais. Alors, il y a peut-être le conflit entre les ministres, bon, c'est fort probable. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les aides, le développement des aides arrive dans une période de crise pétrolière. Alors que la non, c'est devait être l'occasion, un peu, oui. oui. L'occasion, c'était au moment où il y avait l'embellie. Voilà. La municipalisation accélérée, c'est au moment où il y avait l'embellie. Donc, maintenant, comment concilier ces infrastructures? Car en fait, les infrastructures sont posées. Maintenant, comment les concilier? Si c'est une guerre de ministres entre eux pour de problèmes de pouvoir ou de compétences, bon, les deux travaillent à la présidence. Ils sont tous les deux ministres à la présidence. Oui. Bon. Donc, il y a quand même un commandant de bord à bord. Bon, on espère qu'il fera les arbitrages nécessaires pour que les Congolais puissent bénéficier de ces projets, que ça ne reste pas au niveau des études. Parce que ce qui a été publié dans les différents documents, dans les différents rapports que nous connaissons aujourd'hui, ce ne sont que des études d'impact théoriques. Maintenant, il faut les confronter à la réalité. Maintenant, il faut confronter à la réalité pour voir le delta, finalement, qu'il y a entre ce qui a été annoncé et ce qui a effectivement fait. Oui. Est-ce que c'est le sens de l'expression ici, pacte national? C'est-à-dire que qu'on arrive comme ça, les hommes d'abord, arrivent à coordonner en fait les actions et les projets pour qu'on ait en fait du concret. Oui, comme pour la municipalisation accélérée, il y a eu une sorte de pacte. Oui. C'est vrai que dans chaque région, il y avait une commission qui était là, qui faisait le lien, le pont entre différents acteurs pour... voilà. Et là, pour le développement, pour faire la jonction entre la municipalisation et les zones économiques, il faut aussi un pacte. Un pacte qui part d'abord au niveau donc institutionnel, au niveau du Parlement, ok, et qui va donc descendre au fur et à mesure au niveau de toutes les structures jusque dans les villages. Il faut ce pacte, cette prise de conscience que maintenant, on a les infrastructures qu'il faut, il y a des activités qui ont été identifiées, maintenant il faut passer donc au stade de la pratique. Au stade de la pratique, Emmanuel Okamba, quand le Congo avait mis en place ces deux plans, notamment de ces deux grands projets économiques structurants pour son développement, municipalisation accélérée et zone économique spéciale, le président, permettez l'expression, a boulé en disant « tiens, on va arriver en 2025 pour l'émergence ». Or là, on est à quelques enclavures de 2025, on comprend les difficultés de mettre en adéquation en fait ces deux grands projets structurants pour développer le Congo. Comment on fait? Est-ce que on oublie 2025, on avance à 2050? Alors, c'est vrai de faire des prévisions, de faire de la planification. Oui. C'est comme ça aussi que l'homme avance. Il faut se projeter dans le temps et puis faire les ajustements nécessaires. Donc, si 2025 ne peut pas être réalisé,
Concrètement, vous voyez comment là aujourd'hui? Aujourd'hui, 2025, me paraît... On y est presque, vu le pétrole, vu la situation que nous avons aujourd'hui du pétrole, disons qu'il y avait 43% quand même de baisse de l'ensemble des recettes de l'État en 2016. Ouais. Et en 2017, ça va être pire. Donc, comment pouvez-vous aller vers l'émergence dans cette situation? Il est évident que lorsque le président a lancé ce slogan, il y avait des raisons pour le faire. La Banque mondiale avait donné des chiffres, avait donné des indicateurs qui permettaient de comprendre qu'effectivement le Congo était sur une lancée, que si jamais cette lancée se poursuivait, le pays pouvait atteindre l'émergence en 2025. Aujourd'hui, la crise pétrolière, telle qu'elle est vécue dans notre pays et à travers le monde, je pense que cette crise appelle à des ajustements. Oui. Donc l'échéance de 2025 me paraît... Mais bon, aussi il faut dire, Emmanuel Okamba, que la crise peut être leur abandon, hein, puisque quand même cet argent, on l'a encaissé, ça peut nous permettre peut-être pas d'absorber la crise, mais au moins d'y faire face, je dirais valablement, pour tenir un peu tous ces engagements, notamment en matière de l'emploi et surtout dans le développement des aides. L'argent qui a été encaissé a été mis sous forme de réserve, sous forme de fonds souverains, de tout ce que vous savez. Bon, alors aujourd'hui, est-ce que ces différents fonds qui ont été mis de côté, sont à mesure de réguler cette crise? Je ne suis pas sûr, parce que la crise est profonde. Et donc, si on veut aller vers l'émergence, il y a donc des ajustements à faire. Il y a des coupures, je dirais, dans les budgets à faire pour que l'essentiel soit sauvé. L'essentiel, c'est justement cet ajustement que l'on doit faire entre ces différents projets pour retenir vraiment par région, par département, les projets structurants capables donc de donner de l'emploi dans chacun des départements. Donc, ce qui signifie par rapport au programme du président de la République, hein, la marche vers le développement, et qu'il a proclamé 2017 année de la rupture et de la vérité, de la rigueur aussi, puisqu'il y a au moins ces trois termes qui arrivent. Donc, rupture, rigueur, je pense que là, on y est, peut-être même pour le quinquennat, quand on voit les prévisions aujourd'hui. Il y a un travail de sélection à faire, un développement sélectif. On ne peut plus faire un développement de masse dans une situation telle qu'elle est. Oui. Donc, il appartient aux autorités, finalement, de faire des choix raisonnés. C'est-à-dire que par département, par région, sauver les projets qui sont à mesure de générer le maximum d'emplois. Et il y a donc ce travail de révision des différents projets qui ont été mis en place pour retenir vraiment ceux sur lesquels le pays devrait donc mettre les moyens qui restent, le peu de moyens qui restent pour structurer l'économie et oublier le pétrole, en entendant. Voilà, nous on oublie ce sujet maintenant, on fait une pause, Emmanuel Okamba, et on revient tout à l'heure. Merci. Bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora congolaise en France. Batata na ba mama na pesibino mbote. Batata na ba mama mbote ya beno. C'est une rubrique spéciale pour les associations, les ONG, les mousiki, les clubs de bière. On vous passe le micro, parlez-nous de vos projets, de ce que vous faites, de vos attentes. Mukena kuvindi la beno na Ziana TV, beno biza kupesa beto basangu ya duvuka ya beno, yiki bena kusalaka, yiki bena kuvindi la, yiki bena sala sabu na beno. Émission esika ebimi na Ziana TV pona ba mangomba na bino. Tokosolola pona makambo na bino ya ba matanga, ya ba association, ba musique. Boya ebele tozozela bino na koyamba bino na esengo.
Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous suivez Tribune Libre. Mon invité est bien sûr Emmanuel Okomba, maître de conférence HDR en sciences de gestion, qui a publié 3 tribunes dans les dépêches de Brazzaville. Nous les avons déjà analysées les 2 premières. La 3e donc a été publiée dans le numéro 2875 du mercredi 29 mars 2017 et intitulée Financement soutenable du Fonds bleu. Alors le Fonds bleu, mesdames, messieurs, vous le connaissiez, c'est cette annonce qu'avait faite Denis Sassou Nguesso à Marrakech en novembre 2016 lors de la COP 22. Vous savez que c'était une annonce importante pour l'ensemble du continent et pour le monde, pour l'univers, puisque ce Fonds bleu permettrait en fait au bassin du Congo de mieux servir en fait de poumon pour l'ensemble de la planète. Après l'Amazonie, vous le savez que c'est le bassin du Congo qui donne en fait cet oxygène à la planète. Alors Emmanuel Okomba, quand vous parlez de financement soutenable du Fonds bleu, or on a vu ce jour-là, ça s'est passé donc au mois de mars, pardon, le 9 mars à Oyo, où ce Fonds bleu a été installé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec des hôtes, mais qui n'étaient pas du bassin du Congo. En fait, on l'a vu entouré des présidents venus d'Afrique de l'Ouest, mais il n'y avait aucun de ses pairs sur place. Avant qu'on arrive sur ce constat, d'abord, dites-nous, qu'est-ce que c'est le Fonds bleu? Alors, le Fonds bleu, c'est en fait l'économie forestière. L'économie forestière autour de l'eau, autour du bois, autour de l'agriculture. Donc c'est une économie en fait qui est toute nouvelle. C'est la valorisation non seulement des forêts, parce que productrices de l'oxygène pour l'humanité, mais aussi la valorisation de ce que ces forêts contiennent, tout en sauvegardant les écosystèmes, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Ce Fonds bleu, c'est donc une manière de gérer de façon responsable, de façon durable, les ressources de la forêt. Voilà la philosophie. C'est donc un problème de gestion de l'environnement. Alors, il faut quand même dire que le bassin du Congo, c'est à peu près 2 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas que le Congo en soi, en fait. C'est un peu les autres pays aux alentours. Le bassin du Congo est large, c'est-à-dire c'est l'ensemble des forêts qui partent donc du long du fleuve Congo jusqu'à l'Ougoué, vers le Gabon. Ça remonte vers le Cameroun, le Bandouchari vers Centrafrique, et ça prend aussi la RDC. Donc en fait, c'est tout cet espace qu'on appelle le bassin du Congo. Ça descend jusqu'à l'océan, c'est-à-dire y compris le Mayombe et tout ça. Tout ça, ça fait l'ensemble du bassin du Congo, même si le Mayombe a un autre nom qu'on appelle donc le bassin du Mayombe. Oui. Bon, mais dans l'organisation du projet, en fait, c'est toute cette région. Raison pour laquelle vous trouvez donc des présidents qui viennent même d'autres pays qui ne sont pas directement en contact avec le fleuve Congo. Oui, mais qui viennent tout à fait, de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, etc. Donc ils sont intéressés en fait par le golfe de Guinée. Voilà. Alors quand on parle de ce golfe de Guinée, outre le pétrole, ce bassin, ce Fonds bleu, en fait, montre aussi le potentiel économique en fait, de ce bassin du Congo. Potentiel économique donc pour toutes les ressources que ce bassin contient, en termes donc de bois, en termes de richesse de poissons, en termes, oui, en termes des oiseaux, enfin il y a toute une économie, tout un ensemble de ressources donc qui sont dans ces forêts. La deuxième ressource économique du pays, du Congo, n'oublions pas, c'est le bois, après le pétrole. Donc le bois, on le trouve où? On le trouve dans le massif du Mayombe, mais on le trouve aussi à l'extrême nord, donc dans la forêt équatoriale. Donc l'idée, c'est de valoriser ce bois pour ne pas le couper n'importe comment. Parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, on perd à peu près, je sais pas, une centaine, un peu de 100 hectares par an. Par an. Et qui ne sont pas replantés. Même si ça repousse naturellement, mais il va falloir aussi faire une gestion plus rationnelle du bois. Alors,
une économie finalement verte, mais c'est aussi, c'est pas un projet directement d'insertion des cieux, il faut le dire aussi, c'est d'abord au niveau de l'ONU en fait, hein, qu'on porte déjà tous ces projets liés au Fonds bleu. Hein. Oui. Lui, il est le porteur de projet. Oui, oui, sur le bassin du Congo. Voilà. Mais déjà, il y a au niveau mondial, aujourd'hui, avec ces différentes conférences sur le climat, il y a cet esprit en fait d'une économie verte. Oui, sur les fameuses COP, Oui. hein, la fameuse coopération donc, entre les nations donc, qui veulent sauvegarder les forêts, qui veulent sauvegarder l'oxygène, qui veulent faire donc l'économie de l'environnement. Donc, il y a l'économie verte, qui est uniquement la forêt. Le Fonds bleu, c'est plus une affaire de l'eau. Oui. Hein? C'est ça le problème. Et aux ressources Les eaux. aquatiques, Et leur les- exploitation, et puis Voilà. savoir comment est-ce qu'on les intègre, notamment dans les dynamiques sous-régionales aussi. Hein. Oui. Et donc, le Fonds bleu, en fait, tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est l'ensemble, en fait, de tous ces fonds, que ce soit le fonds vert pour la forêt, les fonds de carbone, bon, nous ne sommes pas encore concernés parce qu'on Oui. n'est pas Alors des qu'on en pays produit quand industrialisés. même des gigatonnes. Oui, il y a quand même quelques tonnes que nous produisons dans les villes industrielles comme Pointe-Noire et Brazzaville. Bon, c'est pas encore comme en Chine, à Pékin, où il y a des pollutions, ou comme à Paris, où il y a des pollutions liées donc à l'industrie. Mais il faut quand même s'y prendre à temps. Donc, l'économie du carbone fait partie. L'économie verte, donc de la forêt en tant que telle. Et puis, il y a l'économie de l'eau. Oui. Donc, le bassin du Congo est un grand réservoir d'eau pour l'humanité. Pas seulement pour le Congo, mais pour l'humanité. Donc d'où l'intérêt que tout le monde vienne assister ou participer en fait Alors, aux voilà, côtés de ces pays. tout l'intérêt que vous voyez donc les anciens chefs d'État ou les chefs d'État qui ne sont pas directement concernés par le bassin du Congo en tant que tel, mais qui viennent parce que ça dépasse le Congo, ça dépasse les pays limitrophes, les pays de la CEMAC, ça va au-delà donc de la sous-région. Alors, outre cet intérêt, je dirais, écologiste pour sauver la planète, il faut quand même dire aussi qu'il y a des enjeux géopolitiques, puisque ce projet, notamment ce Fonds bleu, est doté de 100 millions de dollars. Oui. 100 millions de dollars, c'est ce qui a été annoncé donc, depuis Marrakech. Bon, aujourd'hui, ces 100 dollars sont où? Sont dans les poches de qui? Et qui les sort déjà? Et qui les sort déjà? C'est l'estimation du projet. Oui, oui. Maintenant, il va falloir trouver... Alors, quand on voit les pays qui sont plus ou moins concernés, hein, qui étaient présents en fait ce 8 mars à Oyo, il y avait l'Angola, le Congo, la RDC représentés, le Gabon, la Centrafrique, le Burundi, le Rwanda, le Tchad, le Maroc, qui se sont engagés pour lever en fait ces 100 millions de dollars. Or, de tous ces pays, ben, aucun chef d'État n'a fait le déplacement à Oyo. Est-ce normal? Quelle est vraiment la volonté de pouvoir doter ce fonds, puisque c'est des pays qui se sont engagés pour contribuer à Emmanuel Okamba, mais personne n'a envoyé chef d'État. On a vu d'autres chefs d'État y arriver, mais personne n'y était, ni Ali Bongo du Gabon, encore moins Joseph Kabila, monsieur Touadéra, qui est juste à côté, en plus, lui n'avait qu'à prendre le bateau. Pour arriver là, ce serait un bon symbole déjà de le voir prendre le fleuve, puisque l'on parle de l'eau. Mais ni M. Biya, personne n'y était en fait. Probablement un problème de... Est-ce qu'il y a des enjeux géopolitiques? Parce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un intérêt pour la planète, c'est sûr, mais sur le plan sous-régional, on a vu quand même que c'était un boycott flagrant. Est-ce que ce fonds suscite encore d'autres enjeux en dehors de ce qu'on peut énumérer avec les bonnes intentions? Disons, peut-être pour des problèmes de calendrier des uns et des autres. Oh, je vois que vous êtes bon diplomate, professeur Okamba. Soyons diplomates, soyons diplomates. Soyons Oui. diplomates parce que, bon, même si certains chefs d'État ne sont pas venus, ben, ils se sont fait quand même. Et ils se sont représentés, bien sûr. Voilà. Oui, Donc, oui. sur le plan de la diplomatie, les choses se passent ainsi. Bon, on pense que la prochaine fois, ils viendront, ils trouveront dans leur agenda la disponibilité nécessaire. Oui. Donc, ce qui est intéressant pour le bassin du Congo, c'est que Qu'il y ait cette dynamique, en fait, déjà. voilà, c'est cette dynamique, cette prise de conscience des uns et des autres, cette volonté de faire quelque chose Oui. pour protéger cette économie que nous avons, pour que les braconniers, n'est-ce pas, ne continuent pas à détruire
cette richesse. Voilà. Que les braconniers ne continuent pas à détruire, vous le dites si bien, Emmanuel Okamba. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce fonds n'est pas géré en fait par une institution sous-régionale. Ce fonds bleu est géré par une institution privée, la Fondation de Brazzaville, qui n'a rien à voir avec les États concernés. Mais il y a un problème quelque part. Alors, annoncé comme ça pose un problème. Mais c'est pas moi qui l'annonce, puisque c'est la réalité. Emmanuel Okamba. La réalité, c'est que au moment où je pense que le Congo a commencé à réfléchir sur la question, le Congo a mis en place cette fondation. Avant qu'elle ne prenne, sans avertir les autres, ils ont pris plus ou moins la mouche en fait. Non, avant que le fonds bleu ne prenne l'ampleur que nous connaissons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est que ce fonds nécessite évidemment une institution sur-régionale. Un cadre institutionnel sur-régional qui s'en occupe. Vous voyez, donc dans lequel peut-être la fondation peut avoir sa place en tant que personne morale. Absolument. Mais or, aujourd'hui, la réalité, la triste réalité qu'on peut constater, c'est que c'est la fondation directement qui a géré l'organisation de ce fonds et qui aujourd'hui, en son sein, avec des personnalités, on ne va pas être chauviniste, mais dire quand même qu'on n'a pas vu de Congolais dans le conseil d'administration de cette fondation de Brazzaville. C'est un départ. Donc maintenant, les autorités vont tirer probablement les leçons pour orienter la gestion de ce fonds, qui n'est pas une affaire du Congo seulement. Hein, on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'on nous a donné par rapport à ça que c'est une affaire congolo-congolaise. Non, avec ses amis, où on appelait quelques amis, on se retrouve, et puis voilà. Non, c'est une affaire de la sous-région, donc le cadre institutionnel est à refaire complètement. Cette fondation qui est déjà sur place, donc qui a déjà fait un certain nombre, qui a déjà fait un travail de terrain. Bon, je pense qu'elle va continuer ce travail pour que ce problème de leadership ne se pose pas en tant que tel. Vous voyez, que certains dirigeants qui ne veulent pas venir parce que c'est une fondation privée qui gère, etc., eh bien, que ces dirigeants intègrent cette institution sous-régionale, donc qui sera chargée de gérer ce fonds bleu. Donc c'est un peu votre proposition en fait par rapport à ce financement soutenable du fonds bleu. Voilà. La soutenabilité du projet, c'est de faire de ce projet une affaire de tout le monde, pas une affaire privée. Voilà. Pas une affaire privée. Emmanuel Okamba, on arrive à la fin. Nous nous reverrons d'ici le mois de juin, puisque les prochaines tribunes arrivent déjà. Est-ce que vous nous donner un peu quelques infos sur les prochaines tribunes, de quoi on parlera? Déjà, vous avez déjà publié en fait pour ce mois d'avril. Oui, celle d'avril est sortie, celle de mai, il y aura celle de juin. En fait, pour l'essentiel, ce sont des problèmes d'actualité. Alors nous avons le secteur des transports qui est en ébullition en ce moment avec l'affaire des Caire, n'est-ce pas? Oui. Qui mérite d'être analysé avec les différents rapports avec des audits, des contre-audits qui ont été publiés. Bon, je pense que le Congolais de base a besoin de comprendre un peu ce qui se passe. Tout à fait. Parce que l'histoire des transports au Congo et surtout de l'aviation civile mérite quand même un éclairage sérieux sur ce qui s'y passe. Et puis, on aura probablement des problèmes encore sur le financement, sur la gestion de la trésorerie publique, oui. En période de crise, que nous devrons aussi méditer pour voir comment améliorer cette... Comment on gère un bon père. Un bon père, mais dans une situation de crise, dans une situation d'austérité. Oui. Voilà, donc tout ça, ce sont des projets qui vont arriver. Mais vous savez aussi que la fonction publique est aussi en ébullition. Là, on est en train de recompter, plus ça avait déjà été fait, on est en train de recompter les fonctionnaires alors que M. Ondongo l'avait déjà fait. Alors, il y a une tribune, effectivement, qui a été faite l'année dernière, oui. Me semble-t-il en mars, sur le problème des effectifs dans la fonction publique, du sureffectif et de la gestion de cet effectif, notamment le processus qui conduit à ce sureffectif. Aujourd'hui, on est revenu encore, même pas une année après. Bon, ça veut dire que le travail n'a pas été fait de façon aussi efficace. Donc, pourquoi toujours cette situation de sureffectif? Est-ce qu'on ne peut pas gérer mieux cet effectif? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un fichier pour
l'ensemble du personnel de l'État et le gérer de façon convenable sans qu'il y ait des dérapages. Et là, surtout dans ce domaine-là, on n'a que le personnel civil. Hein, pour l'instant, oui, mais lorsqu'on ouvrira le sac de l'armée et la police et de la douane et du reste, on verra bien qu'il y a un certain nombre de marmites. Voilà, donc vous nous promettez donc, Emmanuel Okamba, de beaux moments à passer courant juin. Encore merci pour votre disponibilité, Emmanuel Okamba. Merci, M. Cyr, et merci à Ziana TV et mes encouragements pour tout ce que vous faites pour informer la diaspora. Merci. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous savez désormais qu'il y a ce moment important, Tribune Libre. Donc, si vous publiez des contributions à la bonne marche de notre pays ou du monde, n'hésitez pas de nous contacter pour venir partager avec nous ce moment important dans le cadre de vos réflexions qui permettront à d'autres de pouvoir être éclairés par rapport à l'actualité nationale et internationale. Merci à Noko Mungakoso, merci à toute l'équipe de Ziana TV, portez-vous bien et à la prochaine tribune. Au revoir.